Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Chapitre 6 de la première partie. Bicaméralisme. De l'étude de notre passé, nous pouvons tirer une leçon de gouvernement. Le régime matriarcal aidant, nos ancêtres antérieurement à toute influence étrangère, avaient fait à la femme une place de choix. Ils voyaient en elle non la courtisane, mais la mère de famille. Ceci est vrai depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours. Aussi, les femmes participaient-elles à la direction des affaires publiques dans le cadre d'une assemblée féminine, siégeant à part, mais jouissant de prérogatives analogues à celles de l'assemblée des hommes. Ces faits sont demeurés sans changement jusqu'à la conquête coloniale, en particulier dans les États non islamisés, Yoruba et Dahomey. La résistance militaire de Béhanzin à l'armée française, commandée par le colonel Dutz, serait la conséquence d'une décision de l'Assemblée des femmes du royaume, qui s'est réunie la nuit après celle des hommes réunis le jour, et qui, à l'inverse de cette dernière, avait choisi l'ordre de mobilisation et la guerre. La décision fut ratifiée par les hommes. Il existait donc en Afrique noire un bicaméralisme spécifique reposant sur la dualité des sexes. Loin d'entraver la vie nationale et d'opposer les hommes et les femmes, il garantissait l'épanouissement de tous. C'est à l'honneur de nos ancêtres d'avoir su créer un tel type de démocratie. Partout où nous la trouvons, jusqu'à l'époque égéenne, l'influence nègre méridionale est indéniable. En la restaurant sous une forme moderne, nous restons fidèles au passé démocratique et profondément humain de nos aïeux. Une fois pour toutes, nous décontractons la société humaine en la libérant d'une contradiction latente et millénaire. Nous pourrions inspirer, à n'en pas douter, les autres pays dans leur méthode de gestion des affaires publiques. Restaurer ce bicaméralisme de nos aïeux sur une base moderne consiste, pour nous, à trouver ensemble avec les femmes, à l'exclusion de tout esprit démagogique, un mode de représentation vraiment efficace de l'élément féminin de la nation. La mise en place de cette assemblée, le mode d'élection de ses membres, la structure, les cellules de base des partis militants d'Afrique noire sont, de ce fait, autant de questions pratiques à mettre au point. De telles réformes permettent de normaliser le rôle politique de la femme, de restituer à celle-ci sa dignité de mère de famille, de réaliser une fois pour toutes, de la seule manière efficace, valable, ce que l'on appelle dans tous les pays du monde la promotion de la femme. Une expérience similaire a déjà été faite en URSS, sous Staline, au début de la construction socialiste, mais dans le domaine de la production seulement. Les assemblées de femmes qui avaient été créées avaient à assumer un rôle d'éducation et surtout des tâches de production. Partout, les résultats furent prodigieux. Elles furent cependant dissoutes avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la construction socialiste fut suffisamment avancée pour qu'on ne distinguât plus une main-d'œuvre féminine d'une main-d'œuvre masculine. De telles assemblées existent encore dans les nouvelles républiques fédérées de l'URSS, après 1945, où le développement social était moins avancé, comme en Ukraine, Biélorussie, Lettonie, elles y fonctionnent encore. Certains de mes compatriotes pensent qu'à l'heure actuelle, il faut s'en tenir à une simple assemblée consultative des femmes. Je remercie en particulier le professeur Diop Issa de m'avoir aidé à remanier et à adapter ce chapitre. Fin du chapitre 6 de la première partie et fin de la première partie.